Salut à tous, c'est Tom qui vous parle ce soir. Bienvenue dans le podcast NBA d'Unkebdo. Je suis ce soir avec Constant. Constant, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Très heureux de vous retrouver pour cette série, une série mythique de l'histoire de la NBA. C'est le plus grand nombre d'affrontements en série de playoffs entre deux équipes. Voilà, ça a souvent donné des duels intéressants et on espère que cette série-là va, elle aussi, nous donner un duel intéressant entre deux équipes qui ont des aspirations de fin juin et peut-être de titre NBA. Donc, comme tu l'as dit, Constant, on va rentrer dans la preview d'une série qui pourrait être mythique, mais en tout cas qui historiquement a donné des affrontements assez mythiques et qui, sur les dernières saisons, ce sont des équipes qui ont souvent été comparées l'une à l'autre et qui font un peu figure d'épouvantail maintenant que les Bucks sont sortis de la course. Donc, vous avez deviné, hein, on va parler de la série à l'Est, du coup, qui va opposer les Boston Celtics aux 76ers. Donc, sans plus tarder, rentrons directement dans cette série. Alors, Constant, on a deux équipes qui ont eu des fortunes un peu diverses sur ce premier tour, avec d'un côté les Celtics qui ont éliminé les Hawks en 6 matchs, et de l'autre côté les Sixers qui ont éliminé les valeureux Nets, les valeureux Nets en 4 matchs du coup. Euh, allez, on va commencer par les Celtics. C'est là peut-être qu'il y aura peut-être plus de choses à dire face aux Hawks. Qu'as-tu pensé du coup de ce premier tour des Celtics face aux Hawks? Ouais, t'as commencé en disant que ces deux équipes qui ont connu des fortunes diverses. Finalement, je me demande si je préfère pas la fortune des Celtics quand on va voir ce qui s'est passé du côté de Philadelphie. Premier tour assez surprenant de la part des Celtics, mais pas surprenant dans le bon sens. Moi, j'avais pronostiqué que ça allait être un sweep parce que je voyais vraiment pas comment cette équipe de d'Atlanta pouvait poser des problèmes à Boston. Et en fait, Boston a défendu le game 1, le game 2 et le quatrième carton du game 6. Et entre les deux, il y a un trou. Donc Ouais, voilà, défensivement, ils n'ont pas été au niveau. Ils lâchent le game 3, si je ne dis pas de bêtises, à Atlanta, le premier à Atlanta. Il y a un effondrement dans le quatrième quart du game 5 à Boston en ouais, plus, qui est assez inquiétant. mm, Mais ils ont réussi à finir ça parce qu'ils mettent les bouchées doubles effectivement dans le quatrième quart-temps du game 6. C'était pas une série de tout repos. On a vu plusieurs points qui étaient inquiétants du côté de Boston. Euh, mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit dans la précédente preview entre Denver et entre Phoenix, personne n'est particulièrement rassurant. Tout le monde montre des fébrilités, donc c'est entre guillemets normal pour Boston de voir des points de faiblesse. Et si on compare à leur adversaire, enfin à leur supposé adversaire pour sortir de la conférence Est, qui était les Bucks, bah, au moins les Celtics se sont qualifiés. Donc un premier tour loin d'être tout repos face à un adversaire qui semblait être prenable. Mais en même temps, quand tu défends 7 cartons, non, quand tu défends 9 cartons sur une série de 6 matchs, tu peux pas t'attendre à un sweep ou à un 4. mm. C'est vrai que Boston a la qualité et un peu le défaut d'être une équipe qui offensivement tourne bien et du coup qui peut se laisser emporter par le jump shooting et le partir dans des contests en fait de shoot avec les adversaires parce qu'il domine le jeu des mathématiques, hein. Faut pas se leurrer, domine le jeu des mathématiques, et du coup peut avoir tendance à être assez fébrile en défense, alors que c'est un roster qui a les capacités en fait vraiment d'être élite de ce côté-là, et dès qu'ils sont bons des deux côtés du terrain, ben ils mettent des blowouts à tout le monde, et à partir du moment où d'un des deux côtés ça va un peu moins bien, ben là ils sont un petit peu plus prenables, et c'est ce qui leur est arrivé du coup face à ces Hawks. Euh, c'est vrai que, enfin, il y a eu plusieurs choses bizarres. Bon, tu l'as pas vraiment dit, même si je l'ai senti en fait dans ta façon de parler. Mazzula avec notamment des rotations un peu bizarres sur les défaites, notamment du Blake Griffin qui est apparu dans un match Je concret. le gardais en réserve, Matsula. Je voulais pas abattre ma carte Matsula trop tôt. Ouais, d'accord. Donc, on en parlera pas tout de suite. Et bah du coup, on peut passer de l'autre côté, hein, du côté des Sixers, qui eux ont une promenade, on va dire assez tranquille de point de vue chiffré, hein, avec un sweep au niveau des Nets, mais mais à quel prix, tu vois, l'espèce de mime avec I've Wario. won, I've won, but at what cost? Voilà, c'est ça. Bah voilà. Encore une fois, on a l'impression que la poisse ne lâche pas ses Sixers. Donc du coup, un premier tour plutôt sérieux. Qu'as-tu pensé de ces Sixers?
qu'est-ce qu'on peut retenir de leur premier tour? Bah, on peut retenir un élève appliqué, j'ai envie de dire, face à une équipe des Nets qui était quand même vraiment très très faible, hein. Je pense que c'était l'équipe la plus faible de tous ces playoffs. Et même si les Nets étaient faibles, je trouve qu'il y a des opportunités. Enfin, il y a des matchs que les Nets auraient pu remporter. Je pense notamment au Game 3. Même le Ouais, le Game 2 3, à ouais. Philadelphie où les Nets ont Ça une passe pas loin. terrible crise à 3 points, mais s'ils sont un peu plus adroits à 3 points, je pense qu'ils étaient en mesure en tout cas de pouvoir remporter ce Game 2. Et après, une série de James Harden à 2 points assez catastrophique, même Ouais. s'il a mis dedans à 3 points. Et il y a la blessure effectivement de Joel Embiid, mais qui devient malheureusement pour les fans des Sixers récurrent, puisque Joel Embiid a loupé, toujours loupé un match de playoff depuis qu'il est arrivé en playoff Depuis qu'il a commencé, 2018. ouais. La seule Hum, année hum, où il manque pas de match de playoff, c'est dans la bulle en 2020, donc il y a 6 mois de pause, et c'est un sweep hum. contre ces Celtics en plus avec C'est ça. Ben Simmons qui était absent. Donc un premier tour, moi j'ai trouvé intéressant, sans Joel Embiid avec un James Harden moyen plus, ou même moyen moins. J'ai trouvé intéressant de voir que c'était les autres Sixers qui s'étaient montrés. Je trouvais que Oui. Paul Reed pour suppléer Joel Embiid avait été très intéressant. J'aime beaucoup la série de Tobias Harris. J'ai trouvé très intéressant. Il faisait du Tobias Harris et on a souvent tendance à sous-estimer l'impact et la qualité de joueur qu'est Tobias Harris parce que il y a les réflexions sur son contrat, mais si on prend le joueur en tant que tel, on a un vrai bon joueur de basket. Tyrese Hum. Maxey que je trouve toujours aussi impressionnant pour un Exceptionnel, ouais. joueur de troisième année, il faut quand même pas l'oublier. Et voilà, D'Anthony Melton fait du bien. Vraiment, tout, même le Jalen McDaniel que j'ai trouvé intéressant aussi, George Niang, enfin voilà, les autres, hormis le monstre à deux têtes du côté de Philly, a fait une vraie bonne série. Ils se sont débarrassés en 4 matchs de ces Nets, c'est assez logiquement. Hum. C'est vrai. Alors, c'est une série où il y a eu quand même un peu de tension dans l'air, notamment avec des gestes, on va dire, sur le terrain un petit peu, enfin, peu appréciables. Il y avait une certaine tension, mais bon, globalement, la logique a vraiment été respectée et on va dire que le 4-0 est logique, même si ces Nets auraient potentiellement mérité d'en prendre un. Et du coup, tu m'as fait une très bonne passe pour la transition. Bah, la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, il y avait eu un sweep, du coup, de la part enfin, dans la bulle en tout cas, un sweep de la part des Celtics envers ces Sixers. Les choses ont changé depuis. James Harden est arrivé, Ben Simmons est parti, la Doc rotation, Rivers est arrivé. Doc Rivers est arrivé aussi. La rotation les joueurs de rotation des Sixers sont bien meilleurs. Les joueurs de rotation des Celtics sont aussi bien meilleurs par rapport à ce qu'il y avait dans la bulle, même si l'ossature est la même. Donc, quel est si on garde notre format des previews, le fameux théorème des meilleurs joueurs de la série, sachant que, oui, Joel Embiid n'a pas joué le Game 1 et qu'il est un peu blessé en ce moment. On ne sait pas s'il va revenir à 100%. Si on doit faire un classement des meilleurs joueurs de la série, qu'est-ce qu'on fait, Constant? Bah, estimons que Joel Embiid est à 80-90%. Allez, peut-être pas 100%, mais le meilleur joueur de la série pour moi c'est Joel Embiid à 90%. Deuxième Hmm. joueur de la série c'est Jason Tatum. Et le troisième joueur, ça me fait mal de le dire ça, mais j'ai envie de dire Jaylen Brown. Mais j'hésite beaucoup parce que il y a vraiment un théorème Jaylen Brown, enfin pas un théorème, mais il y a vraiment un paradoxe Jaylen Brown, c'est que il a un peu le théorème Andrew Wiggins, c'est qu'il y a des moments où tu te dis il est top 10 des H20, et il y a d'autres occasions où tu te dis il est top 30, 35, en tout cas il est loin du top 10 des H20. Donc je mets pour l'instant Jaylen Brown parce qu'il a quand même fait une saison de All-NBA, et même son premier tour contre Atlanta est très très bon, avec notamment son match 4 si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas il a un très haut pourcentage de réussite à 3 points. Il fait vraiment un très gros premier tour, mais Ouais, ça 6 se sur bat 8, je en crois, tout il fait. cas. Ouais, je crois que c'est ça. Mais ça se Ouais. bat en tout cas. Il est à la lutte avec James Harden. Ouais. James Harden qui, c'est vrai, il a rassuré sur son tir extérieur, mais on a pu voir de vraies lacunes à la finition. Et on sait que c'est quelque chose qui peut potentiellement devenir un problème récurrent avec James Harden. On avait vu qu'en début de saison, du coup, que la plupart, une grosse proportion en fait des tirs qu'il prenait au cercle avait été transformés par des mi-distances courts parce qu'il n'arrivait plus à se rapprocher. Les problèmes de blessures aux ischios, la blessure, enfin les différentes blessures au bas du corps, du coup, qui l'empêchent
d'être aussi explosif qu'il aurait pu l'être et l'handicap notamment sur son premier pas. Donc c'est quelqu'un qui va devoir beaucoup compter sur son tir extérieur et c'est ça. Est-ce que tu auras un James Harden qui met dedans, qui est capable de combattre la défense en switch, ou est-ce que tu auras le James Harden qui devra se contenter de tirer de loin parce qu'il n'aura pas les capacités physiques pour aller finir au cercle. Donc, on a commencé à avoir des éléments de réponse, mais moi, pour rester un peu dans la même logique que toi, moi, je dirais, moi, je mettrais quand même Harden un peu devant par rapport à l'importance qu'il a, enfin, dans le rôle qu'il a. Je le mettrais troisième par rapport au rôle qu'il a en fait pour ses Sixers. Là où Jaylen Brown, je pense que même si intrinsèquement c'est un meilleur joueur potentiel et encore, même si Ouais, c'est pas sûr, hein. c'est pas sûr, c'est pas sûr. Parce que même tu vois les hauts de James Harden sont peut-être plus hauts, mais le côté two-way en fait, c'est-à-dire que c'est un joueur que tu caches pas, Jaylen Brown. Mm. Là où James Harden, c'est un joueur qui t'impose des contraintes, notamment dans les systèmes défensifs que tu peux jouer et dans la façon que tu as d'attaquer et qui te pénalise notamment sur la défense en transition. Donc c'est vrai. Ça, ça, Donc ouais. Donc je mettrais Harden en troisième, et c'est vrai que ça se joue à peu de choses quoi. Si on parle du coup de la fenêtre de titre pour ces deux équipes, notre fameuse fenêtre de titre, on peut dire qu'elle est. On parle de baie vitrée là, on parle de quoi? ah, là c'est c'est la galerie des glaces là à ce niveau-là, au niveau des fenêtres de tir. C'est que là il y a le l'ogre Milwaukee qui est plus là, il y a les souris de Philadelphie qui vont danser, hein. Bon, Mm. Boston est même potentiellement le favori pour remporter le titre selon les codes de Vegas. Oui. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'avec l'élimination de Milwaukee, Boston n'a quasiment aucune excuse pour pas finir champion cette année. Bon, je suis pas complètement en accord avec ça. Je trouve qu'il y a d'autres équipes, mais quand tu vois que potentiellement l'ogre du côté de la conférence Ouest, Phoenix, est mené 2-0 contre Denver avec la blessure de Chris Paul, tu te dis potentiellement l'adversaire qui va sortir de l'Ouest, ce ne sera pas ce ne sera pas un effectif avec un joueur meilleur que toi, hormis si c'est Denver, peut-être Golden State, mais sinon si c'est les Lakers, bah tu auras potentiellement le meilleur joueur de la série. Et même si tu affrontes Denver, tu auras d'autres arguments à faire valoir face à Nikola Jokic. Donc voilà, du côté de Boston, c'est un peu de manière, enfin ils font pas le consensus, mais ils font la majorité au niveau de l'opinion d'être les favoris. Et du côté de Philadelphie, bah tu vois que Milwaukee est sorti, tu te dis bon, on a peut-être une occasion de faire quelque chose. Moi, je l'ai dit, ils me font penser aux Bucks d'il y a 2 ans, qui est une Mhm. équipe. Bon, il y a la blessure de Joel Embiid qui vient un peu couper cette narrative, mais je trouve que dans une série où finalement ton adversaire le plus corsé pour aller en finale NBA, c'est l'adversaire que tu vas rencontrer en demi, avec un seed one qui se fait sortir en demi-finale de conf et que tu n'auras pas à affronter, je trouve qu'ils me font penser à ces Bucks 2021. Après, la fenêtre de titre pour les Sixers, elle est ouverte, mais ça dépend évidemment de la santé de Joel Embiid et de sa capacité à revenir déjà à un niveau convenable, mais aussi tôt dans la série. Peut-être pas au game 2, mais dès le retour à Philadelphie. Oui, c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec avec ce que tu as dit, hein. Je pense que la fenêtre est en tout cas les deux sont de gros outsiders pour le titre. On peut limite se dire que celui qui passe cette série est censé normalement aller en finale NBA. C'est-à-dire que le vainqueur de cette série, selon les bookmakers et selon ce que les deux équipes ont montré en saison régulière, sont censés aller au bout et enfin au bout, en tout cas de gagner la conférence et ensuite d'être le représentant de l'Est en finale NBA avec la série du coup sur Joel Embiid, puisque tu vois, enfin, statistiquement même dans l'affrontement c'est difficile en fait de se projeter puisque on ne sait pas combien de temps il sera absent. Quand il reviendra, on ne sait pas dans quelle mesure il pourra jouer, il pourra être vraiment Joel Embiid, puisque c'est quelqu'un qui a besoin enfin je pense que les Celtics dans tous leurs affrontements ont fait en sorte de l'user un peu physiquement en lui proposant, en lui mettant quelqu'un au large, en le forçant à solliciter beaucoup son bas du corps, notamment défensivement, pour aller chase au niveau de la ligne à 3 points, revenir, faire des edge, recover, tout ça. Donc dans quel état de santé pourra d'ailleurs c'est pour ça que enfin je trouve que Paul Reed d'ailleurs était intéressant
sur ce jeu-là en fait face aux Celtics, vu qu'il est beaucoup plus mobile, même s'il est moins dissuasif, mais il est beaucoup plus mobile. Donc c'est vrai que voilà, ça nous enlève un peu de l'équation, ça nous enlève un peu d'attrait en fait pour l'affiche, le fait qu'il a la blessure de Joel Embiid, mais il faudra pas non plus sous-estimer ces Sixers-là qui peuvent jouer de façon différente et qui peuvent un peu s'adapter à ces Celtics-là. Oui, mais en plus, tu viens de parler du fait de faire travailler Joel Embiid. C'est exactement ce qu'ont fait les Nets au premier tour. Ils l'ont Mm. énormément investi sur pick and roll. Enfin, vraiment, beaucoup de l'attaque des Nets se basait sur, on va essayer de faire travailler Joel Embiid en défense. D'une part, pour essayer de le limiter en attaque, mais aussi parce que t'avais peut-être plus d'opportunités en faisant travailler Joel Embiid qu'en essayant d'attaquer avec du tir à 3 points à outrance. Voilà. Après, pour le reste, effectivement, les Sixers, il faut pas mésestimer ces Sixers. On l'a vu sur le Game 1, ils sont largement capables de le prendre si Boston se repose un peu sur ses lauriers en défense. Donc voilà, effectivement, la blessure de Joel Embiid enlève un peu d'attrait à cette série, mais malheureusement, c'est le lot des fans des Sixers, c'est que tous les ans, tu as cette problématique de bah oui, mais Joel Embiid. Finalement, l'année où il est le plus en santé, c'est 2019 où il manque qu'un match au premier tour et il est en pleine santé pour la série contre Toronto, mais depuis, que ce soit contre Atlanta où il est un peu blessé, l'an dernier contre Miami, j'en parle même pas. Donc voilà, il y a toujours cette problématique de blessure de Joel Embiid qui est plutôt un joueur en santé lors des saisons régulières, plus comparé à son historique de blessure, mais dès qu'on arrive en post-season, il y a toujours ce couac au niveau de la blessure de Embiid. Mm. Clairement, clairement. D'ailleurs, on a parlé du coup des joueurs majeurs de cette série, mais on peut aller aussi du côté des role players, puisque on a vu que c'est deux équipes qui ont, par rapport à la dernière fois où s'étaient affrontés, ont deux supporting casts qui ont bien changé et des supporting casts qui ont été importants au premier tour. On peut parler par exemple côté Boston de joueurs comme Derrick White, de joueurs comme Malcolm Brogdon, ou même Marcus Smart qui a eu ses moments bons et mauvais, on va dire. Marcus Smart. Et voilà, Marcus Smart. Et de l'autre côté, on peut parler, comme tu l'as dit, hein, de D'Anthony Melton, de Tyrese Maxey, qui a été vraiment très bon, notamment pour dépêtrer, pour donner un peu de jus, un peu de boost, et apporter de la variance à cette attaque des Sixers. Comment vois-tu en fait ce jeu entre les role players de chaque équipe, de part et d'autre? Alors, je pense que ça peut être un rôle déterminant pour décider qui va remporter la série, en fait. Puisque tu sais que du côté de Boston, globalement, Jason Tatum et Jalen Brown vont faire leur série. Par contre, les role players de Boston, s'ils sont à leur niveau, je pense qu'il y aura difficilement match. En fait, je pense que les role players de Boston peuvent plier la série très rapidement s'ils sont à leur niveau, alors que les role players de Philly peuvent faire durer la série s'ils sont à leur niveau. Je pense qu'il y a Ouais, quand je même vois. un cran d'écart entre la qualité intrinsèque de l'effectif de Boston et la qualité intrinsèque de l'effectif de Philadelphie. Boston, je pense, peut s'en sortir avec des role players moins bien, là où Philadelphie doit avoir un Tyrese Maxey aussi bon que sur le Game 1, doit avoir un Mm. D'Anthony Melton aussi bon que sur le Game 1, doit avoir un Tobias Harris aussi bon que sur le Game 1. Je pense que c'est ces trois joueurs-là du côté de Philadelphie qui, en dehors bien sûr de James Harden et de Joel Embiid, sont vraiment les joueurs les plus importants parce que on a vu du George Niang qui a été utilisé du côté de Cleaver. Je suis pas spécialement fan de l'idée d'utiliser George Niang face à ces Celtics en défense. On a vu qu'il y avait du Jalen McDaniels qui a été utilisé dans le quatrième quart même pour défendre sur Jason Tatum. Oui. Ça peut être intéressant, mais offensivement, je trouve que ça te limite pas mal. Et après, au niveau de la rotation, Paul Reed a très bien fait le boulot, même si j'ai trouvé que en protection de cercle, il avait quand même tendance parfois à venir un peu trop aider, ce qui laissait des backdoors ouverts. Mais voilà, les role players du côté de Philadelphie vont être très importants. Du côté de Boston, ça tâtonne un peu, et je vais peut-être commencer à arriver à mon point Mazzula, c'est que Derrick White est titulaire actuellement. Marcus Smart joue comme Marcus Smart, c'est-à-dire qu'il a ses éclairs de génie comme il peut avoir ses pétages de câbles. Et Mm. ensuite, au niveau en fait, ce que je ne comprends pas du côté de Mazzula, c'est l'association entre Al Horford et Robert Williams. Rob Puisque, Williams, ouais. Rob Williams, bien sûr, puisque c'était vraiment le duo d'intérieur hyper complémentaire qui était très important lors des playoffs l'an dernier, malgré la blessure de Robert Williams. On l'a dit, on l'a répété tout au long de la saison, la viabilité défensive de ces Celtics repose dans la santé de Robert Williams. C'est vraiment une ancre défensive très importante pour Boston parce qu'il leur permet de faire plein de choses. Et finalement, que ce soit sur le premier tour ou que ce soit, sur le premier tour contre Atlanta, ou sur ce Game 1,
On a vu peu d'associations entre Al Horford et Robert Williams. Et voilà, je suis les role-players, il y a même du tâtonnement, Sam Hauser qui joue, Grant Williams qui joue pas les 2 premiers matchs contre Atlanta et finalement on l'insère dans la rotation. Donc Mazzulla a vraiment pléthore de joueurs intéressants à mettre dans son effectif de role-player. Il est encore en train de tâtonner. Voilà, je pense que tout ce qui est Derek White, Malcolm Brogdon, ça va assurer parce que ce sont des joueurs qui ont assuré toujours pour Boston, même leur premier tour. Leur premier tour est bon. Marcus Smart, ce sera irrégulier, mais si on va plus loin et qu'on se dit la rotation intérieure de Boston, là j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes, en tout cas sur les choix qui ont été proposés pour l'instant depuis le début de ces playoffs. C'est vrai, tu as parlé de la partie intérieure en fait de Boston. Alors Ford n'a pas été hyper rassurant, notamment sur la défense en switch sur le premier tour, face à Trae Young, des fois face à Dejounte Murray, il a été un peu mis en difficulté. Là, face à James Harden sur le premier match, il est aussi un peu mis en difficulté, même si bon, voilà, James Harden était dans un jour vraiment où voilà, il mettait tout, il avait même, enfin des fois, même quand il prend je crois, le deuxième ou le troisième tir, où il a le double rebond sur l'arceau, ça tombe dedans. Il a une mi-distance aussi, il prend un peu un step back à 0 degré, un petit mi-distance, oui, où dans le le corner, ballon rebondit un peu sur le coin et retombe dedans. Là, tu sens que voilà, il était parti pour une grosse nuit, il y avait pas grand-chose à faire. Mais on n'est pas sur le Al Horford hyper souverain qu'on avait dans les campagnes de playoffs précédentes. Grant Williams, tu en as parlé, il disparaît petit à petit. Enfin, son temps de jeu est totalement irrégulier. C'est quelqu'un qui a été très important dans le run de playoff de l'an dernier. Dans la série des Hawks, il a quasiment pas existé. Du moins, il est intervenu à quelques moments dans la série, mais il a été globalement laissé de côté. Et voilà, au profit de joueurs, par exemple, des fois comme du Blake Griffin qui rentre, qui voit le terrain, alors que Grant Williams n'y est pas. Comme tu disais, Sam Hauser qui est un peu le joueur analytique, le joueur analytics par excellence, c'est-à-dire que il rentre, il apporte du spacing, il met ses tirs et c'est quelqu'un qui te permet d'étendre des séries, par exemple, qui te permet de faire un 9-0 très rapidement, par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que parfois on peut même se demander est-ce que Mazzulla, contrairement à Doc Rivers, il a trop de choix. Du coup, il pianote, alors que Doc Rivers, il a du choix que sur entre guillemets le poste de pivot backup. Et c'est là où tu vois où il est le plus épinglé en fait par la fanbase des Sixers, parce que comme il a du choix, il fait des choix, sauf que il fait pas souvent le bon. Même si bon là, ça semble être réglé, et Paul Reed a récupéré le poste avec PJ Tucker aussi. PJ Tucker qui a des minutes en 5. Mais voilà, ça va être intéressant de voir en fait comment ça se déroule sur l'ensemble de la série et qui sort de la rotation le plus. Tu as parlé de George Niang. George Niang qui est un joueur, rappelons que par exemple Philly sur la saison régulière a été l'équipe qui avait le meilleur pourcentage à 3 points de la NBA, avec des gars comme Tyrese Maxey et comme George Niang qui est très important en fait pour la notion de spacing de cette équipe. Anthony Melton aussi qui était aux alentours de 39% à 3 points encore cette saison. Donc voilà, quels sont les role-players vitaux pour que les maths de l'équipe fonctionnent, pourront être encore sur le terrain et ne pas se faire sanctionner pour que la théorie de l'équipe continue à fonctionner même en difficulté. C'est là où ça va être un peu plus difficile pour Doc Rivers. C'est-à-dire que de qui tu vas pouvoir te passer en gardant un équilibre viable. Et je pense que ça, c'est une question qui va arriver plus tôt pour Philly que pour Boston, sauf si Joe Mazzulla continue à tâtonner en fait dans ses changements et dans ses rotations. C'est ça, je suis d'accord. Et puis effectivement, il y a le côté floor raiser de Sam Hauser et de George Niang, mais la problématique c'est que ce sont des joueurs qui n'apportent pas suffisamment en attaque en termes de points purs que ce qui coûte défensivement. Sam Hauser sur le Game 1, dès qu'il est entré, il a été ciblé sur absolument tous les switches. Alors déjà, le fait que Boston switch à chaque écran, à chaque possession, je me pose des interrogations quand tu as l'effectif défensif de Boston. Surtout quand tu as un switch, surtout quand tu fais switcher Marcus Smart et Al Horford sur James Harden, je me dis bon, ok, je comprends pas trop le raisonnement, mais je suis pas Joe Mazzulla. Après Sam Hauser, vraiment, et c'était pas uniquement que James Harden.
Tyrese Maxey, Tobias Harris, ils l'ont tous ciblé à partir du moment où il est rentré sur le parquet. Et il prend un tir à 3 points dans le corner qui loupe seulement de tout le match. Donc encore si tu l'utilisais de manière prolifique en attaque, je dirais ok, tu peux essayer de compenser cette limitation défensive, mais finalement, pour regarder sur le Game 1, Sam Hauser est très peu utilisé, il est planqué dans un corner et globalement, il fait pas grand-chose. Donc voilà, je me dis que ces deux joueurs-là, qui sont des joueurs théoriques, analytiques, qui permettent d'écarter le terrain, mais qui peuvent vite sortir de la rotation. Et par exemple, je sais que les fans de Boston vont peut-être pas forcément être d'accord avec moi, mais les minutes de Hauser, je préfère les décaler à un Grant Williams ou même à un Robert Williams, parce que je trouve que c'est des joueurs qui ont été importants dans ton run de playoff l'an dernier. Donc même si Grant Williams fait une saison un peu plus en montagne russe, j'ai du mal à le sortir de la rotation parce que sa saison régulière est pas terrible. Et ensuite, parce que ce sont des joueurs qui défensivement vont pouvoir apporter ce petit plus du côté de Boston, sachant qu'en attaque, tu n'as pas besoin de l'apport de Sam Hauser, puisque tu as déjà des scoreurs importants. Que du côté de Philly, finalement, si D'Anthony Melton ou Tyrese Maxey passent à côté de son match, offensivement, tes options sont un peu plus limitées. D'où l'apport peut-être d'un Georgien qui, effectivement, dans un bon soir, peut être à 4 sur 5 à 3 points. C'est vrai. Bah, totalement d'accord avec ça. Encore une fois, hein. Après, c'est vrai que, tu vois, du côté de Philly, je me dis, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du fait que Boston a privilégié une défense en switch face à James Harden. Euh, je me dis que c'est peut-être un peu comme ils ont voulu faire à un moment donné, c'est limiter le jeu de drive and kick et les décalages, quoi. C'est-à-dire que essayer de garder le gars in front, en face, puisque en gros, globalement, il y a peu de gens qui arrivent à se créer leur tir du côté des Celtics, et là où du côté des Sixers, et du coup, ils ont besoin d'être abreuvés de ballons pour ensuite sanctionner. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont aussi bons à 3 points, c'est que les 3 points qu'ils prennent sont de bonne qualité. Mais aussi, on a vu que cette défense en switch a un peu perturbé, notamment sur les drives de Tyrese Maxey. Quand il reçoit le ballon, il y a le petit décalage au moment de switcher sur James Harden. Il arrive à recevoir le ballon dans un angle qui lui permet d'attaquer avant même que la raquette soit refermée, qui lui permet d'aller générer des points. Ça, c'est peut-être quelque chose qui va devoir être corrigé du côté des Celtics, peut-être fermer un petit peu plus la raquette et jouer peut-être plus grand, Oui. potentiellement pour un peu croire un peu les gars devant pour mettre des gens devant. Mais après, encore une fois, hein, je trouve que c'est pas un plan. Je pense que sur le coup, parce que James Harden a eu énormément de réussite, c'est un plan de jeu qui a été un peu foiré. Mais globalement, je trouve que, enfin, par rapport au personnel qu'il y a, c'était pas mal joué tactiquement. Et après, de l'autre côté, les Celtics, encore une fois, hein, c'est une équipe qui, dès qu'elle essaye de faire du mismatch hunting, ça fonctionne pas correctement. En fait, c'est pas dans leur ADN de faire ça. C'est une équipe qui domine avec du jeu de drive and kick, de la circulation de balles. On fait passer, on récupère pick and roll, peut-être main à main, quelque chose comme ça. Un joueur en mouvement récupère la balle, swing, 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 3 points. À partir du moment où ils essaient de chercher un joueur, ramener un joueur, ben, ça enraye un peu l'attaque et c'est trop prévisible. Et on a vu ils ont essayé de faire ça sur je crois que c'est l'avant-dernière possession où Tatum essaie de chercher un joueur. Ouais, Je crois que ouais. je sais plus, mais, Ouais, je mais sais plus exactement, mais j'ai le souvenir d'une possession où il y a Marcus Smart qui perd la balle, c'est en toute fin de première mi-temps, où il y a Tatum qui essaye de prendre position au poste, ça repart directement dans les mains de James Harden, où là, pour le coup, je sais plus, je crois que c'était Tyrese Maxey, mais même la fin de ouais, match où Tyrese Maxey prend 5 fautes, ils essayent d'investir Tyrese Maxey, en tout c'est cas de le ça, faire participer défensivement, et pour le coup, ça n'a pas fonctionné du côté de c'est Boston, ça. puisqu'ils ont pris panique. Ça congestionne totalement l'attaque. Et tu sens que voilà, c'est une équipe qui manque un peu ce côté mismatch hunting et qui ne le fait pas de façon naturelle. C'est-à-dire que ça prend vraiment du temps pour qu'ils arrivent à récupérer le joueur qu'ils veulent vraiment et du coup, ça enraye un peu la possession et ça joue pas de façon naturelle. Donc c'est quelque chose aussi qu'il va peut-être falloir regarder pour ces Celtics en fin de match qui ont déjà du coup perdu qui ont perdu un match à domicile dans cette série et qui bah, potentiellement se retrouvent en situation de devoir en gagner 4 sur 6.
Oui, ça fait quand même 2 matchs de suite à domicile où ils se prennent un game winner à 3 points. Ils n'ont pas Oui. beaucoup de chance du côté de Boston. Disons que Pauvre alors Ford. ouais, alors Ford, ouais, pour le coup, il prend tarif, mais effectivement, ce game one, sans vouloir faire offense aux fans des Sixers, j'ai l'impression que c'est plus Boston qui le perd que Philly qui le gagne. Très Bah, ils sont devant, honnêtement, hein. ouais, Ils ouais, sont devant. ils sont devant, et puis surtout, ils sont à -12, enfin, ils sont à +12 à 3 minutes de la fin de la première Oui. mi-temps. Les deux équipes partent à la mi-temps, il y a plus de Boston. Il y a un craquage complet du côté de Boston, et c'est un point que je voudrais souligner, c'est la différence de rythme entre les deux équipes, et pas la différence forcément de jouer des transitions, même si Boston a immédiatement fait mal à Philly sur chacune des transitions qu'ils ont jouées, mais à quelle vitesse, ou en tout cas à partir de quand t'exécutes tes systèmes, parce qu'il y a vraiment des situations où dans le clutch, ça peut se raisonner, même si j'ai vu une situation où Boston est à +4, il reste 2 minutes 20, Jalen Brown a un accès relativement ouvert au cercle et décide finalement de faire une passe pour essayer d'égrener le chrono. Je suis pas totalement d'accord avec ça, mais il y a vraiment des possessions, on est dans le troisième quart, Derrick White met 7 secondes à franchir la ligne médiane. Alors que du côté de Philly, hormis James Harden qui joue à son rythme, donc beaucoup de dribbles sur place, etc., ça a exécuté très vite. Et Tyrese Maxey, il faut lui donner du crédit parce que il y a vraiment des actions où Tyrese Maxey, il est, pour le coup, c'est l'inverse de James Harden, c'est un joueur qui est tout le temps mobile sur le terrain, qui utilise toute Mm. la largeur du terrain dès qu'il est balle en main, et ça a un peu désorganisé la défense de Boston. Et là aussi, j'ai le souvenir non, c'est Tobias Harris qui parcourt toute la largeur du terrain pour se débarrasser d'Al Horford, et ça donne un flotteur en toute fin d'horloge des 24 secondes. Donc voilà, et je trouve que Boston n'a pas intérêt d'essayer de rentrer dans ce jeu où on lance les systèmes à 10 ou à 9 parce que ça revient à demander à Jalen Tatum et surtout à Jalen Brown de prendre des décisions en fin de possession. Et on sait que quand tu demandes à Jalen Brown de prendre des décisions en fin de possession, c'est pas forcément le rôle du joueur. Donc Boston, pour moi, aurait tout intérêt à pas forcément jouer plus vite, mais en tout cas à lancer plus vite son exécution en attaque parce que là, ça devenait caricatural sur certaines possessions. Mm. Ouais, carrément. D'ailleurs, j'ai une petite question pour toi par rapport à ça. Est-ce que tu penses pas que ce qu'on a vu là et le plan de jeu que Boston avait, il était juste parce que Joel Embiid n'était pas là. Et une fois que Joel Embiid reviendra, on verra une équipe qui jouera différemment, qui va peut-être avoir un rythme plus grand pour le forcer, enfin plus élevé, qui va aller dans ce système plus vite pour le mettre en mouvement, pour le dynamiser, pour le tester un peu. Est-ce que du coup, ce qu'on a vu là, c'est pas forcément, enfin, ça va pas être représentatif de la série à partir du moment où Joel Embiid va rentrer dedans? Bien sûr, bien sûr. Mais à partir du moment où tu as un usage autant élevé de James Harden, à partir du moment Ouais, où James Harden a autant la balle entre les mains, à partir du moment où tu vas récupérer Joel Embiid, ce sera plus le cas. Et ouais. Boston, dans ses schémas défensifs, ne s'est peut-être pas adapté à l'absence de Joel Embiid, ou en tout cas c'est peut-être même l'inverse, c'est peut-être trop adapté à l'absence de Joel Embiid. Finalement, Boston, au lieu de se retrouver à jouer les Sixers 2022-2023, ils se sont retrouvés à jouer les Rockets 2017-2018 Exact, avec exact. du James Harden qui dribble sur place, du kick-out et toujours ce diable de PJ Tucker caché en train de poser des écrans et de prendre des rebonds off. Mm. Avec Tyrese Maxey qui prend pas le rôle de Chris Paul mais qui est cet autre guard dominant capable d'apporter de la variation dans le jeu et capable d'apporter des changements de rythme qui sont différents de ceux de James Harden. Donc oui, ils sont un peu Mm. tombés dans le piège de ce Game One. Pour le coup, on lui tape souvent dessus, mais bravo à Doc Rivers pour avoir su outcoacher Joe Mazzulla. En même temps, outcoacher un coach rookie quand t'es Doc Rivers et que ça fait 25 ans que t'es en NBA, j'ai envie de dire, bon, c'est un peu normal. Mais bravo, oui. Et effectivement, dans les schémas défensifs de Boston, tu l'as mentionné, mais je pense que on a parlé des 5 majeurs. Pour moi, à partir du moment où Joel Embiid revient, je sors d'Eric White du 5 et j'insère Robert Williams de nouveau au poste de pivot. Parce Mm. que Mm. et ce qui était le 5 majeur finalement de Boston l'an dernier. Hein. Mais là pour le coup, et j'ai même envie de le faire dès le game 2. Alors c'est peut-être un peu trop overreact, surtout que Derrick White fait pas un mauvais game 1, mais défensivement tu as trop besoin de l'importance de Robert Williams ou en tout cas à défaut de l'insérer dans le starting five, lui mettre plus de minutes aux côtés d'Alor. Ouais. Et même offensivement pour le côté d'Eichmann, le côté vraiment verticalité offensive au cercle, agressivité au cercle pour faire réagir et ouvrir les angles pour les passes et les corners à 3 points quoi. Tu as peut-être besoin de lui. C'est vrai que sur le premier tour, c'est vrai qu'il est resté entre une vingtaine de minutes. Enfin, son compteur de minutes n'a pas trop explosé. Au début, je pensais que c'était potentiellement
pour le préserver, peut-être qu'il aurait eu des problèmes de santé, mais peut-être qu'au final, c'est par choix et que Joe Mazzulla n'est peut-être pas encore totalement à l'aise pour le faire jouer plus que ça. À voir à la suite de la série. Moi, c'est le moment où on se fait des ennemis, le moment des pronostics, Constant. Alors oui, le game 1 a déjà été joué. On a le contexte aujourd'hui de l'absence de Joel Embiid, qui on ne sait pas encore s'il va jouer le match 2. D'ailleurs, tu penses que si tu étais les Sixers, tu penses que tu le laisses au frigo pour revenir à la maison et potentiellement récupérer son trophée de MVP et être totalement galvanisé, ou tu tentes le coup de le faire jouer sur le game 2 pour essayer de prendre l'avantage à 2-0? Alors moi, je me dis qu'en gagnant le Game 1, les Sixers ont fait le job, Ouais, c'est-à-dire d'en prendre un à Boston. Et en fait, je privilégie avoir Joel Embiid sur mes 2 matchs à domicile plutôt que de l'avoir diminué sur un match 2 à Boston. Le job, il a été fait, t'en as rapporté un à l'extérieur. Si tu gagnes tous tes matchs à domicile d'ici la fin de la série, t'es qualifié. T'es pas mm, obligé de devoir en gagner un autre à l'extérieur. Donc je pense même que, enfin, il est doubtful, donc c'est un risque très élevé de qu'il soit out qui joue pas. pour Ouais. le Game 2. Donc je pense qu'il sera de retour à Philly pour le Game 3. Ça lui donne 48 heures de repos supplémentaires. Après, est-ce que ce sera suffisant pour l'avoir à un niveau suffisamment embêtant pour les Celtics, sachant que le dernier match de Joel Embiid contre Boston, c'était vraiment très 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 Très, très 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 sérieux. dominant, ouais. Donc ouais, largement, largement. Donc voilà, si je suis Doc Rivers, je le repose au Game 2 et je me dis au Game 3 Philadelphie, vous me prenez les deux à domicile et on retourne à Boston à 3. Mm. Bah, j'allais te dire, pareil, le job est fait. Là maintenant, il faut juste qu'il gagne tous les matchs à domicile. Voilà. Donc voilà, de le laisser au repos. Donc si on passe sur les pronos, on a le contexte du match 1 qui est déjà joué. Que vois-tu toi dans cette série par rapport à ce qu'on a vu sur le premier match et par rapport à ce que tu penses que ces deux équipes peuvent produire? Alors moi, dans mon pronostic original, j'avais dit 4-1 Celtics. Bon là, les Ouais, Sixers ont pris le Game 1, donc je vais leur ajouter la victoire au Game 1. Je dis 4-2 Boston, parce que pour moi, Boston a plus perdu ce Game 1 que Philly l'a vraiment remporté. Je ouais, trouve qu'au niveau des role players, il y a quand même un niveau intrinsèque et même au niveau quantitatif, il y a quand même plus de qualité que de côté Boston. Côté Philly, en fait, James Harden fait un match exceptionnel, mais si on retrouve le James Harden du premier tour, va pas y avoir match dans cette série. Donc tout dépend du retour de Joel Embiid, mais je pense que Boston, Mazzulla va faire les ajustements dès le game 2 et je vois même en termes de shot making, Philadelphie a mis des trucs qui étaient ahurissants sur ce game 1. Collectivement, ils ont pas été si forts que ça finalement. Ils sont beaucoup reposés sur des exploits individuels ou en tout cas sur des qualités individuelles de Maxi, de Tobias Harris ou de James Harden. Donc je vois Boston l'emporter 4-2. Je serais pas surpris si Joel Embiid revient à un niveau convenable, que la série dure plus et qu'on est potentiellement à Game 7. Mais en l'état, avec les incertitudes sur Embiid et le fait que niveau role player, t'es quand même plus fourni du côté de Boston, je mets les Celtics qui passent en 6. mm. Moi aussi, je mets les Celtics qui passent, mais plutôt en 7. Moi, je voyais plutôt un 4-2 à leur avantage, du coup, avant le début de la série. Et je trouve que, ben voilà, ils ont perdu le premier match. Donc, pour moi, sur les 6 prochains matchs, ils font mon 4-2, quoi. Euh, pour moi, je pense que, en vrai, il y avait moyen que je mette, par exemple, les Sixers en 6 ou en 7 si, par exemple, Joel Embiid était à 100% sur la série, puisque enfin, sur le dernier match qu'on a eu, alors, Jaylen Brown n'était pas là la dernière fois qu'il a affronté les Celtics, mais la sensation de domination que Joel Embiid a eu sur les Celtics, je dis, ah, va falloir jouer ce gars-là en playoff et le sortir, ça va pas être évident. Mais je pense que les Celtics, comme tu dis, ont la force collective et seront moins à court de solutions vite que les Sixers, qui devront, je pense, une fois arrivés à la maison, qui auront la pression. On ne sait pas ce qui va se passer dans le game 2, mais Philly, tu dois faire le break absolument à la maison. Et je pense que la pression peut vite s'inverser si, par exemple, Boston repart à 1-1. Ça peut... les joueurs de Philly sous la pression, les dernières années n'ont pas forcément été très glorieuses de ce côté-là. Même Doc Rivers sous la pression, ça n'a pas été très glorieux. Donc je pense Après, que Doc voilà, Rivers à 3-1, je suis pas sûr que ce soit très rassurant.
Ouais, c'est vrai. Mais voilà, je pense que ouais, je pense que ils iront en 7. Philly va pas se faire battre. Je pense que Boston, en fait, comme tu l'as dit, hein, Boston a plus facilement moyen de se faire battre eux-mêmes que Philly, mais Boston a quand même une marge assez grande par rapport à cette équipe de Philly, et que à partir du moment où tu vas rentrer il faut faire jouer 7 gars, 8 gars max, bah eux ils ont de quoi, si Mazzulla fait les bons choix, là où les Sixers passer 5, Ouais, tu 6. 5 6, ouais. Ouais, 6. Ouais. Voilà, ouais. Passer 6, tu vois, voilà, t'es pas sûr, hein. Donc à voir. Mais ouais, mais c'était la question que j'allais te poser. Je me disais Mhm. si, enfin, dans quel, si on voyait Philly remporter cette série, ce serait dans quel scénario? Et effectivement, je vois un scénario où si Philly remporte cette série, c'est vraiment que du côté de Boston, tu t'es pris les pieds dans le tapis. C'est dommage de pas donner du crédit en se disant si Philly remporte une série, c'est juste parce qu'ils auront été la meilleure équipe. Mais je me dis qu'il y a un tel écart de niveau, en tout cas théorique, entre ces deux équipes que je ne vois que un Joe Mazzulla qui se prend les pieds dans le tapis au niveau de ses rotations, qui continue de tâtonner et potentiellement sur des matchs serrés, ça peut encore profiter à Philadelphie. Donc voilà, c'est dans ce scénario-là, c'est dommage pour les fans de Philly. Et encore une fois, je peux pas leur tirer leur crédit, mais j'ai vraiment l'impression que Boston, s'ils perdent cette série, ils le perdent un peu tout ça. Mhm. Exactement. Pas grand-chose à ajouter pour moi là-dessus. Est-ce que tu voulais conclure en disant autre chose, Constant? Il y a quelque chose un point que tu voulais évoquer par rapport à cette Non. série? Non, pas spécialement, non, mais un petit peu d'animosité. On n'a pas eu trop ça. Faut surveiller aussi le point blessure, puisque au-delà de Joel Embiid, il y a toujours le point magie noire du côté de certaines franchises qui font des petits rituels vaudous pour qu'ils aient un peu de chance. Du côté de Boston, on rappelle quand même que c'est une franchise qui n'a depuis l'arrivée de Jason Tatum, alors bon, il y a la blessure de Kyrie Irving, Gordon Hayward, mais depuis l'arrivée de Jason Tatum, n'a jamais connu de blessure majeure en playoff, puisque même l'an dernier, Robert Williams a quand même joué alors qu'il était blessé. Donc voilà, on sait jamais, on voit dans ces playoffs qu'une blessure peut arriver à n'importe quand, que la chance peut tourner. Et du côté de Boston, ils ont été pas mal chanceux ces dernières années, là où Philly a été l'inverse de chanceux. Donc je ne souhaite pas une blessure, bien évidemment, mais ça peut faire switcher cette série quand tu vois qu'une équipe comme Boston enchaîne souvent les campagnes de playoffs. Il y a un moment où ça peut casser. Surtout qu'ils sont des joueurs plutôt injury-prone, hein. De Malcolm Brogdon, Robert Williams. Voilà, donc il y a des joueurs importants qui peuvent potentiellement se casser. On ne souhaite pas ça, Non. mais voilà, il faut que tout le monde puisse rester en santé. Mais malheureusement, il y a pas mal d'équipes qui ont été sorties, notamment parce qu'ils avaient des problèmes de blessure. Ouais. Du coup, c'était tout pour nous pour cette preview du. Voilà, j'ai bloqué carrément. Cette, cette preview en fait du Boston Philadelphie. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous écouter sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, et vous savez déjà quoi. Vous nous retrouvez sur YouTube aussi, d'ailleurs sur YouTube aussi. On peut voir le, le, le fond génial de Constant. Ça, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Yes. Bon, en tout cas, on vous renvoie à nos prochaines previews et on vous dit à tout à l'heure. Salut! Salut!